Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laurence Ferrari. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain ici à Nancy. Vous êtes notre première invitée de l'année. Ce n'est pas le plateau du 20h, mais celui de votre face au lecteur. Et une fois n'est pas coutume, c'est vous qui allez répondre aux questions. Quelle femme êtes-vous quand vous n'êtes pas à l'antenne? Comment êtes-vous devenue journaliste? Quelles sont les coulisses du 20h le plus regardé de France? Justine, Catherine, Claire, Philippe, Maude, Mathieu. 6 lecteurs de notre journal ont déterminé le sommaire de cette édition spéciale. Ils ont choisi d'aborder 3 thèmes. D'abord, vous, la femme que vous êtes, vos engagements. On va s'intéresser ensuite à votre carrière de journaliste, votre parcours. Et puis on finira par le 20h. Alors, on va commencer tout de suite, Laurence, pour la première partie de votre face au lecteur. Je vous propose un petit flashback avec une question de Claire. Laurence, aviez-vous, durant votre adolescence, un modèle, un héros, un personnage vivant, une personnalité particulière auquel vous vous êtes identifié ? Alors, d'abord, je suis très contente d'être face à vous et c'est un honneur pour moi d'être à Nancy aujourd'hui et de répondre à vos questions parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant et d'important que le contact direct avec les gens, non seulement qui nous regardent, mais voilà, les gens à qui je ressemble, évidemment. Alors, Claire, mon personnage, tu vas rire, c'était un peu Mère Teresa, mais de loin, parce que vraiment j'avais beaucoup d'idéaux d'adolescent, c'est-à-dire voilà, l'humanitaire, sauver des gens, être utile. Donc voilà, je voulais vraiment faire quelque chose d'incroyable. Je voulais être médecin sans frontières, je voulais faire de l'humanitaire, je voulais aider les gens. C'est pour ça que je me suis fait une première année de médecine, malgré moi pas très concluante, puisque j'ai raté cet examen joyeusement, et qu'après je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je suis faite au fond? J'avais un rêve qui était être médecin. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis ensuite tournée vers le journalisme. Mais depuis très 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 longtemps, je voulais être utile aux gens. C'est vraiment. Alors j'espère que je le suis un petit peu dans le métier que je fais actuellement. Je le suis sans doute moins que si j'avais été médecin ou si j'avais été à ce point-là engagée comme Mère Teresa. Mais peut-être que de ce rêve d'adolescence, ça permet de comprendre certains de mes engagements aujourd'hui, notamment en matière d'humanitaire. Catherine souhaite elle aussi encore remonter un peu le temps quelques instants avec vous. Oui, donc je voulais savoir quelles études vous aviez fait et quel était votre parcours après le bac. Alors j'ai fait un bac scientifique puisque mon obsession c'était donc d'être médecin, tout en sachant fortement que j'étais littéraire. Donc j'ai fait cette première année de médecine qui a été absolument dramatique en termes de résultats, mais qui au moins m'a permis d'aller au bout de mon rêve et de rien regretter aujourd'hui. Et ensuite j'ai fait une école de communication à Lyon puisque j'étais à Lyon. Et c'est là que j'ai commencé à faire des stages dans la presse, et la presse à la fois écrite et audiovisuelle, puisque j'ai commencé à faire des stages au Progrès de Lyon, puis en radio à Europe de Lyon, et ce qui m'a permis de découvrir pourquoi j'étais faite. Et ce qui est vraiment important quand on est ado, quand on a 18 ans, on ne sait pas trop pourquoi on est fait. On a des rêves, mais en gros, on ne sait pas quelles sont vraiment nos compétences et nos qualités. Et là, j'ai trouvé ce métier-là et j'ai compris que ça s'était fait pour moi. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de curiosité, d'instantanéité, qui demande une capacité de synthèse très rapide, de se mobiliser vraiment à 200%, parfois en 5 minutes seulement. Donc, je crois que j'avais les compétences pour ce métier-là. Et donc, c'est ce qui m'a permis ensuite de rentrer à Europe 1 à Paris et d'y faire un parcours de 10 ans, du plus petit échelon de la rédaction, puisque j'étais au téléphone rouge quand j'ai démarré. Je ne sais pas si vous vous rappelez du téléphone rouge. On appelait la rédaction de TF1 quand on était un auditeur pour donner une information, puis journaliste, puis effectivement, j'étais en charge de la rubrique santé, puis voilà. Et après, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait 10 ans de radio, j'ai envie de faire autre chose. Je me suis un peu lancée dans le vide et j'ai commencé à faire de la télévision à TF1 aux côtés de Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte, où j'étais en charge d'une chronique qui était conso ou santé, je ne sais plus exactement. Et de là, je suis rentrée à LCI, la chaîne Info, où j'ai commencé à faire les journaux du matin, très tôt, puisqu'il fallait se lever à 2h du matin.
Donc ça, c'est très formateur, je peux vous l'assurer. Et ensuite, TF1, par le biais de l'émission 7 à 8, qui est une magnifique émission qu'on a lancée avec Thomas Hugues à l'époque, et que Harry présente avec beaucoup de talent aujourd'hui. Et puis après, le journal en remplacement de Claire Chazal. Justine s'intéresse maintenant à la difficile gestion de la célébrité. Oui, vous êtes à la fois mère, femme et journaliste, donc moi j'aurais aimé savoir comment on gère à la fois sa vie privée et sa vie professionnelle. Alors, honnêtement, la notoriété, on ne fait pas ce métier-là par hasard. Faut assumer sa part de narcissisme, je l'assume. Elle n'est pas démesurée chez moi. Maintenant, j'ai jamais fait ce métier-là pour être connue. Moi, j'ai vraiment eu une passion pour le journalisme. C'est vraiment... et quand je demande d'ailleurs, quand on me demande, mais vous faites quoi dans la vie, pour les gens qui ne me connaissent pas, je dis journaliste. Je dis jamais présentatrice de journal. Parce que c'est vraiment ce métier-là qui me motive, qui m'enthousiasme et qui me passionne. Donc la notoriété, elle est venue. Tu sais, quand tu démarres en radio, t'es pas connu. Il y a que tes auditeurs et encore qui ne te reconnaissent qu'à la voix. Donc c'est venu petit à petit, évidemment, avec l'exposition TF1, notamment, qui est très lourde puisqu'on réunit des millions de téléspectateurs chaque soir. C'est arrivé en cours de route. C'est quelque chose que j'avais pas prévu, que j'avais pas anticipé, que tu n'as pas d'école pour apprendre à être connu. Et très vite, ça m'a posé un problème personnel parce que autant, moi, j'assume cette part médiatique de moi-même, autant il était hors de question pour moi de l'imposer à mes enfants. J'ai 2 enfants que je tiens absolument éloignés des projecteurs, des photographes, puisque j'estime que moi j'ai choisi mon métier, mais eux n'ont pas choisi. Eux, à leur âge, on ne choisit pas d'être exposé dans la presse ou à la télévision. Donc je me bats farouchement pour que eux ne subissent pas les conséquences de ma médiatisation. Je suis harcelée par les photographes et les paparazzis, et encore une fois, je fais la différence entre les photographes comme notre ami qui est là et les paparazzis qui eux font un métier épouvantable qui est d'espionner les gens et d'aller les chercher sur leur lieu de vacances, les prendre sous leur jour le moins avantageux évidemment quand vous êtes le plus fatigué, etc. Et au-delà de ça, au-delà de la violation de la vie privée qui est pénalement répréhensible, il y a une loi en France qui protège chaque citoyen, que ce soit moi ou vous, de la violation de la vie privée. Au-delà de ça, j'estime que ça peut générer des situations très difficiles. Moi, je me suis retrouvée il y a 1 an avec une une d'un magazine que je ne citerai pas, qui titrait « Elle est enceinte de 4 mois et demi ». Bon, ça peut faire rire, sauf que quand c'est faux et que vous avez 200 coups de fil de félicitations et que vos enfants vous disent « Maman, c'est génial, on va avoir un petit frère », vous vous rendez compte que c'est pas drôle du tout. Et que ça peut faire des dégâts lourds dans une famille. Donc ça, j'attaque systématiquement, je défends ma vie privée. Après, tout ce qui est professionnel, je donne 100%. Tout ce qui est parler de mon métier, parler de mon engagement à TF1, parler de tout ce qui est mon engagement humanitaire auprès des SOS Village d'Enfants, là, vous m'avez à 300%. Mais ce qui est personnel reste personnel et je n'accepte pas qu'on dépasse ces limites-là. Maud s'inquiète justement de votre quotidien. Oui, voilà, en fait, moi, je voulais savoir votre vie de journaliste médiatisée, en fait. Elle n'empêche pas votre vie en tant que femme et mère? Non. Alors, comme je le disais, je me protège. J'ai une vie super normale. C'est-à-dire que le samedi, je pose mon caddie au supermarché. Je fais mes courses moi-même. Les gens, parfois, hallucinent de me voir au supermarché. Mais voilà, je leur dis, oui, mais je suis en contact avec le réel tout le temps. Je veux dire, je ne suis pas enfermée dans ma tour d'ivoire. Je vais en vacances dans des endroits normaux. J'ai des activités normales. Donc, non, j'arrive vraiment à faire la part des choses. Mes enfants ont appris très tôt aussi à faire la part des choses entre ce qui était effectivement la vie publique et notre vie à nous. Donc non, moi je prends d'abord les choses avec beaucoup de philosophie. Je ne me prends pas pour une vedette. C'est important, même s'il y a une médiatisation lourde autour de moi. Moi, je me sens d'abord et avant tout journaliste, femme, mère de famille, engagée à fond pour la cause des enfants. Donc, j'essaye de rester le plus normal possible. Et mes proches, j'ai des bons copains qui me connaissent depuis que je suis très jeune, sont toujours là pour me rappeler que je suis la petite Laurence d'Aix-les-Bains, en Savoie, et qu'il ne faut pas que je pète les plombs. Et je crois pas l'avoir, honnêtement, je crois avoir échappé à
à ce côté surmédiatisation qui peut entraîner certaines personnes dans des dérives. Je pense notamment à tous ces héros de télé-réalité qui se retrouvent propulsés du jour au lendemain sous les projecteurs, qui sont très jeunes, qui n'ont pas une carrière derrière eux, qui ne sont pas structurés psychologiquement pour affronter ça et que ça détruit. On en a des exemples chaque jour. Donc je pense que je suis un peu, maintenant, au bout de 20 ans de métier, un peu plus armée pour résister à tout ça. Justement, quels sont les combats de la maman que vous êtes? Quels sont vos engagements? Question de Justine. Vous êtes donc engagée en tant qu'ambassadrice auprès de SOS Village d'Enfants et puis auprès de l'UNICEF. Donc pourquoi ces engagements proprement dit? Alors SOS Village d'Enfants, c'est une histoire très particulière, c'est une histoire de cœur que Claire connaît bien. Au départ, c'est Annie Dupéret, que vous connaissez tous, qui est une héroïne de TF1 aussi, d'une famille formidable, qui est la marraine de cette association. Et moi, j'adore cette femme parce que, voilà, à titre personnel, je la trouve formidable, généreuse, drôle, et bonne actrice. Et elle a vécu, elle, dans son enfance, un drame qui est qu'elle a perdu ses 2 parents, qui ont été intoxiqués par du monoxyde de carbone. Et que au décès de ses parents, elle avait une petite sœur et que sa famille n'était pas en mesure d'accepter de prendre en charge les 2 petites sœurs. Donc les sœurs ont été séparées. Donc Annie a vécu séparée de sa sœur qu'elle n'a retrouvée qu'au bout de 18 ans quasiment. Et elle dit toujours, ça a été un drame déjà de perdre mes parents, mais le deuxième drame, ça a été d'être séparée de ma sœur. C'est de ne pas pouvoir partager cette enfance-là toutes les 2. Et donc l'association SOS Village d'Enfants, c'est ça. C'est le principe très très simple de prendre des enfants qui sont séparés de leurs parents sur décision de justice. C'est un juge pour enfants qui décide de séparer les enfants de leurs parents, souvent pour des cas de maltraitance lourde. Et nous, SOS Village d'Enfants, on construit des maisons, des villages SOS, on en a 14 en France. On trouve des mères SOS, ce sont des femmes mais admirables qui, elles, méritent le feu des projecteurs beaucoup plus que moi, qui élèvent des fratries, c'est-à-dire des frères et sœurs, 6 par maison, et qui les élèvent sur la durée. C'est-à-dire qu'on récupère des enfants qui sont souvent fracassés, qui ont subi des traumatismes lourds. Parfois, ce sont des bébés, parfois, ils ont 10-12 ans. Mais on les prend et on les garde sur la durée. Je veux dire, on ne les lâche pas avant leurs 18 ans, et même après, on construit des maisons d'ados pour qu'on les suive après dans leur parcours professionnel. Donc cet engagement-là, d'Annie Dupéret en faveur de cette association, le fait qu'on construise sur la durée des enfants, on leur permette, on leur redonne une deuxième chance dans la vie. Et puis voilà, moi, le droit des enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. Moi, je suis avant tout une mère de famille. La maltraitance à enfants, c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable. C'est ce qui me fait bondir absolument chaque jour et ce qui, jusqu'à la fin de mes jours, me fera me lever et dire toute ma colère contre les mauvais traitements à enfants. Donc moi, voilà, il y a une association formidable, c'est SOS Village d'Enfants. On s'occupe de 900 enfants en France. L'association est présente dans le monde entier. Dans le monde entier, on a des villages par le biais de l'association internationale. Je me suis rendue au Sri Lanka après le tsunami de 2001 pour justement venir en aide à nos villages. Je me suis rendue au Liban, je suis allée en Arménie, je suis allée au Burkina Faso. Et partout, c'est la même histoire. C'est des gamins qu'on a récupérés parfois dans la rue, des orphelins, et qu'on met dans des villages et qui renaissent complètement, qu'on éduque, qu'on nourrit, qu'on soigne et qui sont l'avenir de leur pays. Et c'est ça qui est très important dans la démarche de SOS. C'est pour ça que aussi moi j'adhère autant à cette association. C'est que on n'est pas dans le système de l'adoption, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les enfants de leur pays, de leur culture pour les emmener en France, ce qui est très bien. C'est-à-dire que c'est 2 choses différentes. Nous, on se dit on va les laisser dans leur pays, on va les laisser dans leur culture, on va les éduquer, on va leur donner une chance d'être l'avenir de leur pays, d'avoir des métiers, profs, chercheurs, architectes, ingénieurs, et qu'eux-mêmes puissent éduquer leurs enfants. Et c'est le cercle vertueux. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer au fin fond du Burkina Faso des centres de vie, des dispensaires, des écoles, des hôpitaux de jour. Voilà. Et mon rôle à moi dans tout ça, j'ai mis mes petits pas dans les pas d'Annie Dupéret, qui est donc la marraine, et moi je suis la porte-parole, en gros l'ambassadrice. Moi je vais dans les médias et je dis voilà pourquoi c'est important de donner pour SOS Village d'Enfants. Et après voilà à quoi sert votre argent. Et c'est pour ça que moi je me rends sur le terrain et que je vais dans tous ces pays, que je vais dans les villages en France aussi pour dire votre argent on l'a utilisé pour faire ça. Parce que c'est hyper important aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de scandales autour de l'humanitaire ces dernières années. Nous on est une association irréprochable. L'argent il va aux enfants. Voilà.
deuxième partie de votre face au lecteur. Quand s'est produit le déclic pour votre métier, Catherine, qui est encore lycéenne, s'intéresse à votre orientation professionnelle? Quand avez-vous su que vous vouliez devenir vraiment journaliste? Vraiment, ça a été donc après l'échec médecine dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et quand je suis rentrée dans cette rédaction d'Europe 1, j'ai eu un coup de foudre pour ce métier, pour la façon dont les journalistes l'exerçaient, et c'est là que je me suis dit voilà, c'est ce métier-là et c'est cette maison-là. Donc à partir de là, j'ai tout mis en œuvre, c'est-à-dire j'ai bossé 10, 12 heures, 14, 16 heures, beaucoup plus que les autres, parce que quand on arrive effectivement par le bas de l'échelle, il faut bosser un peu plus que les autres qui arrivent par la voie royale, c'est-à-dire en gros les écoles de journalisme et le diplôme. Moi, je me suis plus battue au quotidien. J'ai quand même poursuivi mes études en faisant un DESS de communication politique et sociale à la Sorbonne, parce qu'il me fallait un bagage évidemment universitaire. Mais le déclic, c'est ça, c'est que j'ai eu un coup de foudre pour ce métier et que je me suis dit, voilà, c'est ça maintenant, t'as trouvé. Et je serai journaliste jusqu'à la fin de mes jours. Avez-vous été influencé, question de Justine, avez-vous des modèles? Si oui, lesquels? Et pourquoi ces modèles-là, finalement? Alors, sans paraître prétentieuse, j'ai pas vraiment de modèle. J'ai toujours eu cette espèce d'indépendance d'esprit qui fait que j'ai construit mon propre parcours avec mes propres valeurs, les valeurs que j'ai reçues de mon éducation, des valeurs de droiture, d'honnêteté, de travail. J'ai pris un peu de chaque journaliste, essentiellement des femmes, parce que moi je suis féministe et je suis pour que les femmes investissent tous les secteurs d'activité dans notre pays, l'entreprise, pas seulement les médias, mais l'entreprise, les métiers d'ingénieur, etc., et qu'elles deviennent des grandes patronnes. Ça, on a besoin de vous, les filles. On a besoin de vous, effectivement, comme infirmière, comme sage-femme, c'est formidable, c'est des métiers indispensables, mais on a besoin de vous aussi dans les conseils d'administration, donc n'hésitez pas à entreprendre des grandes carrières. Donc c'est plutôt des femmes comme Christine Ockrent, évidemment, Anne Sinclair, que je regardais dans 7 sur 7, dans ses interviews politiques, qui était une immense intervieweuse. Voilà, j'ai un peu fait mon petit marché, et puis j'espère avoir ma propre personnalité. Justement, en plein dans le sujet, question claire, le journalisme ne se conjugue-t-il qu'au masculin? Oui, on a besoin des filles dans les métiers à responsabilité. Laurence, penses-tu qu'être femme t'a obligée, tout au long de ta carrière, à démontrer plus que les hommes tes compétences personnelles? Absolument. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une rédaction à 20 ans, vous avez déjà le soupçon de vos patrons qui se disent « elle va bientôt faire un gosse ». Ça, c'est absolument systématique. Donc, il faut bosser plus que les autres. On vous demande toujours plus. Mais c'est normal. Je veux dire, il faut accepter la règle du jeu. On vous en demande plus. Puis après, quand vous avez des enfants, il faut pouvoir gérer effectivement le travail à la maison et le travail tout court. Il faut être super nana en permanence. C'est pas grave, on y arrive. Il faut s'organiser. On nous demande toujours plus. On nous pardonne moins qu'aux autres, la voie est moins facile, mais on y arrive. Et il ne faut surtout pas se décourager. Et moi, j'ai bon espoir. Les choses changent quand même beaucoup depuis 10 ans. Elles ont énormément changé. Moi, je prends l'exemple à TF1. On est 2 journalistes femmes à présenter le journal de 20h. Moi en semaine et Claire le week-end. C'est pas anecdotique. La directrice de l'information de TF1 est une femme. On a 2 femmes au conseil d'administration. Donc voilà, je pense que les choses bougent. Et je pense... Alors, je suis pas une féministe anti-homme, bien au contraire, parce que je crois pas qu'on pourra réussir les uns sans les autres, bien au contraire. Moi, je suis pour l'harmonie et je travaille autant avec des hommes qu'avec les femmes et c'est vraiment ce qui fait la richesse, je crois, de notre métier. Mais j'ai vraiment envie de pousser les filles et leur dire, allez-y, faites sauter ce plafond de verre qui est au-dessus de nous et qui est qu'on peut vraiment, à force de travail, de ténacité, estomper. Un métier, mais plusieurs médias, question de Philippe. Vous avez l'expérience de l'écrit, vous avez travaillé à l'AFP, je crois, au Figaro, au Progrès de Lyon, vous l'avez dit, ensuite en radio, RTL, Europe. Qu'est-ce qui finalement a fait la différence et vous a orienté vers l'audiovisuel, vers la télévision? Est-ce qu'il y a eu un moment précis? Est-ce que c'est le support en lui-même? Est-ce que c'est la force de l'image? D'abord, c'était le hasard d'un stage à Europe 1, tout simplement. Et puis après, j'ai beaucoup de respect pour la presse écrite, parce que c'est encore un métier différent de l'audiovisuel. Il faut une vraie compétence. Écrire un papier, c'est quelque chose de très difficile. Et moi, je pense que mes compétences étaient plus dans la réactivité, l'instantanéité
et sans doute la présentation. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord de la radio, à Europe 1 et RTL, et puis ensuite de la télévision, parce que voilà, encore une fois, quand on fait le petit bilan de ses compétences, on s'aperçoit qu'on est plus fait pour tel ou tel et tel secteur. Mais je revendique ce parcours effectivement assez éclectique qui va de la presse écrite à la télévision, à la radio et maintenant à nouveau la télévision, parce que ça permet de s'enrichir, d'abord de faire des expériences différentes, de rencontrer des gens différents et au final d'arriver sur un journal de 20 heures où on ne peut pas arriver quand on a 20 ans, c'est pas possible. C'est un poste qui a trop haute responsabilité pour le confier à quelqu'un de trop jeune et je me rends compte aujourd'hui que cette responsabilité-là pèse sur mes épaules et croyez-moi, elle est lourde et que quand hier j'ai fait un journal de 40 minutes sur le séisme en Haïti, je suis ressortie mais lessivée comme jamais parce qu'on ne peut pas parler pendant 40 minutes d'un tel drame sans être impacté fortement personnellement. Après, notre rôle à nous, c'est d'être objectif et d'être serein pour les téléspectateurs, mais ça n'empêche pas de ressentir évidemment les émotions. Donc voilà, c'est tout ça qui fait le parcours qui est le mien aujourd'hui, qui est un peu différent, qui n'est pas très classique, qui ne correspond pas à la norme, voilà, mais que je revendique. Voilà. Comment doit s'écrire l'info de demain? Mathieu voudrait avoir votre point de vue. Alors oui, je voudrais savoir si vous ne pensez pas que l'avenir de la formation se trouve justement dans des formats plus courts, plus attrayants, par exemple à l'image de ce que peut faire M6 avec son 19h45. Alors j'ai beaucoup de respect pour ce que fait M6 avec le 19h45, mais voilà, moi je crois à la force du journal télévisé de TF1 qui réunit 8 millions de téléspectateurs en moyenne, enfin entre 7 et 8 millions, ce qui est énorme, qui a, à la différence de M6, une rédaction qui compte 250 journalistes. Si tu rajoutes ceux de LCI, ça fait 350 journalistes. On ne peut pas comparer, si tu veux. Les deux journaux ne sont pas comparables. Sur mon journal de 34 minutes, je parle seulement 9 minutes. Donc tout le reste, c'est du reportage. Et ces reportages, ils sont faits par les journalistes de la rédaction. Donc cette force, cette puissance de la rédaction, il n'y a que 2 chaînes qui l'ont, c'est TF1 et France 2. Et je crois très très fort à l'avenir de ces grands journaux d'information. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous vous informez sur Internet, vous regardez peut-être parfois les chaînes info, sur le mobile, j'imagine sur vos iPhones ou, je ne sais pas, vos BlackBerry, vous êtes plus iPhone à mon avis, ou Nokia, que voilà. Vous avez des informations, mais il y a un moment où il faut vérifier ces informations. Et sur le net, on n'a pas la certitude que ces informations sont vérifiées et crédibles. Donc nous, notre rôle, et c'est pour ça qu'on fera la différence, qu'on l'a fait aujourd'hui et qu'on continuera à la faire, à mon avis, pour les 10 ans qui viennent, c'est la fiabilité de nos informations, c'est la crédibilité de nos journalistes. C'est des journalistes qui ont parfois 20 ou 30 ans de métier, qui connaissent parfaitement leur secteur et qui nous permettent à chaque jour de faire des enquêtes de 4 à 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on continuera à faire la différence. Moi, je suis persuadée que le modèle du journal, il n'est pas obsolète, qu'on va continuer assez longtemps à avoir un journal long. Je suis allée aux États-Unis, moi, il y a 2 ans, avant de démarrer le journal de TF1, pour me rendre compte de ce qu'ils faisaient. Parce qu'eux, ils ont des formats plus courts, et leur journal n'est pas à 20h, mais à 18h30, parce que les Américains mangent un peu plus tôt, en réalité. Le journal, il fait 20 minutes, il a 3 pages de pub dedans. Imagine-toi faire un journal et dire « Attendez, revenez après la pause, je vais vous parler de l'Afghanistan ». C'est un truc qui est absolument impensable en France. Je ne pense pas que ça arrivera avant 10 ans. Donc je crois très très fort à ce modèle-là. Je le défends. Je le défends parce que ces 34 minutes, elles sont fabriquées par des journalistes que je connais et dont je défends le travail. Et donc je ne suis pas inquiète. Au contraire. Et je crois que les jeunes que vous êtes, c'est bien que vous vous informiez par le net, mais c'est bien que de temps en temps, vous passiez devant le JT, vous regardiez, allez, un petit quart d'heure de journal, quoi. Alors le web, Facebook, Twitter, semble oublier l'iPhone. Justine voudrait savoir si Laurence Ferrari est connectée. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les médias sur le net se développent de plus en plus et ont de plus en plus d'audience, qui crée du coup un débat au sein même des rédactions, etc. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous utilisez aussi Internet Alors, moi, je suis une fanat d'Internet, je suis une accro d'Internet, je passe à peu près 10 heures par jour dessus, non, je blague, mais pas loin.
Je suis sur Twitter aussi, j'ai un compte Twitter qui me sert beaucoup pour annoncer ce qu'il y a dans le journal le soir, pour parler des enquêtes qu'on a fait, pour dire voilà, tel invité politique sera tel jour sur le plateau. Donc moi je crois évidemment à la force du net. Après voilà, encore une fois, il faut faire la part des choses. Toutes les images, on va prendre le séisme en Haïti qui est arrivé là il y a 2 jours. Toutes les communications téléphoniques étaient interrompues, rien ne passait. Les seuls moyens qu'on avait de savoir ce qui se passait, c'était Internet et Skype. On a eu un journaliste qui s'appelle Karel Pedré, vous avez peut-être vu si vous avez regardé le journal, qui était pratiquement le seul qu'on arrivait à joindre grâce au web et grâce à Skype. Donc, et puis on avait tout ce que les gens filmaient par leur mobile et après nous envoyaient de temps en temps par Facebook. Donc on s'aperçoit que ces réseaux-là aujourd'hui sont indispensables à la fabrication de l'information. Ça ne veut pas dire que nous on balance ça à l'antenne comme ça sans vérification et sans filtre. Parce que là c'est le royaume de la désinformation, on est d'accord. Donc nous on reçoit ces images, on reçoit ces informations et on les vérifie. On passe des heures à vérifier la source, c'est-à-dire joindre la personne qui a filmé la scène, vérifier si elle était bien là, si c'est bien cette scène-là, s'il n'y a pas eu de trucage, etc. Et moi, j'ai donné pour consigne à tous les journalistes et à toute la rédaction, on perd 24 heures, c'est pas grave, on ne fait pas la chasse au scoop, mais on donne des informations vérifiées. Je m'en fiche qu'on perde du temps, je veux que notre journal soit irréprochable. Voilà, donc on ne diffuse pas n'importe quoi. Et les images Internet, les rares images Internet qu'on passe, elles sont toujours vérifiées de la première séquence à la dernière séquence. TF1 et France 2 travaillent-ils de la même manière? C'est une question d'un mode. Je voulais savoir s'il y avait une différence dans les informations que délivrait votre chaîne, qui est une chaîne privée, et France 2 qui est une chaîne publique. Une chaîne publique et donc une chaîne que vous payez à travers la redevance, chacun d'entre vos parents en tout cas. Et TF1, je le rappelle, est une chaîne totalement privée qui ne vit que de la publicité. Voilà. Avec M6, ce sont les deux chaînes privées du secteur. Donc il y a des différences, évidemment, il y a des différences de ton, de style, de journal. Ça tient aussi à la différence de présentateur. En même temps, David Pujadas, qui est mon confrère que j'aime beaucoup, a passé 10 ans à TF1. Donc c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve à faire à peu près le même journal, parce qu'il a acquis tous ses réflexes chez nous. Donc je comprends qu'il y ait certains soirs où vous vous dites, mais c'est le même journal, ils ouvrent sur la même chose, et après, c'est pratique, c'est surprenant. Mais régulièrement, quand même, notre journal est différent. Nous, effectivement, on s'adresse à 8 millions de téléspectateurs, eux à 5. Donc voilà, nous on cherche effectivement des ouvertures qui soient des ouvertures qui parlent au plus grand nombre, mais qui soient en même temps des informations les plus récentes possibles, les plus nouvelles et les plus fortes de la journée. Voilà, nous on raconte l'actualité de la journée chaque soir à TF1. Pour les différences, c'est plus vous qui pouvez juger que nous, quoi. Nous on fait notre boulot, on regarde pas ce que font nos confrères, vraiment. Il y a le village planétaire et puis il y a la proximité, une question de Mathieu pour vous, Laurence. Alors nous sommes ici en Lorraine. Alors justement, que vous vient-il à l'esprit lorsqu'on évoque cette région ? De tout ce que j'ai appris en histoire, évidemment. Le visage des correspondants, je ne sais pas s'ils sont là de TF1. On a un bureau qui est pas loin de Metz, et puis il y a aussi une antenne ici à Nancy. J'ai vécu, alors moi, dans le territoire de Belfort, donc c'est pas tout à fait ici, mais c'est quand même pas très très loin. Ouais, c'est moins loin que la Savoie. Ouais. Non, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à venir rencontrer les téléspectateurs, les lecteurs, effectivement, des journaux dans les villes dans lesquelles je me rends, parce que c'est un lien indispensable, parce que c'est pas ça aussi, ça permet de pas se déconnecter du réel, des vraies préoccupations des gens. On parle beaucoup de ce milieu un peu parisiano-parisien où les journalistes mangent entre eux, côtoient les politiques, etc. C'est vrai, ça existe. Mais pour moi, c'est majeur et important de régulièrement aller sur le terrain. On le fait souvent à travers les pages spéciales qu'on a instaurées dans le journal de 20h. Peut-être que tu en as vu une ou deux. On se rend... on est allé en Afghanistan l'an dernier, on est allé en Iran, juste avant les émeutes sanglantes qui ont suivi l'élection présidentielle. Mais on se rend aussi en France. On a fait une immersion à l'hôpital de Beauvais. On est allé en Charente pour parler de la crise. Le présentateur ne peut pas être déconnecté du terrain, c'est impossible. On est une autre génération. Moi, je suis une génération qui a grandi sur le terrain, je suis reporter. Donc voilà, j'ai le besoin régulièrement de retourner sur le terrain pour me ressourcer. Voilà.
Alors on va passer à la troisième partie justement, l'ADN du 20h, le direct, le contact. On va commencer par une première question de Mathieu sur votre emploi du temps. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble une journée type de travail de la présentatrice du journal le plus regardé de France? Alors moi je me marre parce qu'il y a des fois où le vendredi vers 18h m'arrive de prendre un taxi et le taxi me dit « je vous amène à TF1 ». Alors je lui dis « déjà le vendredi c'est pas moi, c'est clair ». Et je lui dis « mais monsieur, quand je fais le journal j'arrive à 9h ». 9h le matin. Hein. Alors il me dit « ah bon, mais vous passez 12 heures par jour à présenter, à préparer le journal ?» Je dis « mais oui, parce que la demi-heure d'antenne que vous voyez, c'est la somme de 12 heures de travail en amont. C'est-à-dire que le présentateur, il n'est pas seulement... D'abord, j'écris mes propres textes, ça c'est important. Ça c'est la cathédrale qu'on entend. Et puis, tout au long de la journée, on fabrique ce journal. Et que le présentateur et son rédacteur en chef, on a 2 grandes conférences de rédaction, une première à 10h et une deuxième à 15h30. Lors de ces conférences de rédaction, nous on arrive déjà en ayant lu toute la presse, écouté toutes les radios en gros et lu les dépêches d'agence. Autour de cette grande table, tu as tous les chefs de service étrangers, politiques, France, culture, sport, etc. Et chacun nous dit, voilà, il se passe ça aujourd'hui dans mon secteur, c'est quelque chose d'important, il faut le faire. Et donc on fait les premiers choix le matin et on envoie nos équipes de reporters le matin. Et puis on a une deuxième conférence de rédaction à 15h30 où là, d'abord on sait à peu près ce que les reporters ont tourné sur le terrain et ont ramené. Et là où on se dit, quel est le conducteur ? C'est-à-dire par quoi on commence le journal ? Par quoi on le termine et qu'est-ce qu'on met au milieu, quels sont les titres, comment on écrit les titres, et tout ça nous prend quand même une bonne partie de la journée. Ensuite, il est 17h à peu près, et là, j'ai la petite demi-heure girl, c'est-à-dire coiffure, maquillage. Ça, c'est indispensable évidemment quand on va à l'antenne. Et puis à partir de 17h30, 17h45, je suis en train de dicter mes textes. C'est-à-dire qu'il y a une secrétaire qui est avec moi dans une salle qui est la salle de frappe, qui est juste à côté du studio. Et là, c'est moi qui dicte mes textes, puisqu'après, j'ai un prompteur sur la caméra, qui est un espèce de petit miroir qui me permet de lire sur la caméra le texte que j'ai écrit, et qui permet d'avoir le regard sur la caméra. Parce que sinon, on serait tout le temps comme ça au journal, ce qui n'est pas très agréable pour les gens qui vous regardent. Moi, j'aime bien avoir les yeux dans les yeux, avec les téléspectateurs. Donc, je finis de dicter, il est 19h30 à peu près, ça me prend 2 bonnes heures. À 19h45, je fais une répétition des titres, parce que ça, j'y tiens, parce qu'il faut que ce que je dis, moi, en texte, colle avec les images que la rédaction va mettre sur mes titres. Et après, je suis en place à 55, le générique part à 58, et c'est parti pour 34 minutes, Les images du tremblement de terre à Haïti ont sans doute inspiré cette question à Philippe. Oui, alors Serge Tisseron, que vous connaissez peut-être, qui est pédopsychiatre, qui a beaucoup travaillé sur l'impact des images sur les jeunes, et notamment sur les plus jeunes, les tout petits, insiste sur le fait que les images les plus violentes qu'on peut voir à la télévision, c'est dans le JT précisément, dans le JT de 20h. Alors comment est-ce que vous, en tant que responsable du JT, vous gérez cette problématique ? D'abord, on expurge les images les plus dures. C'est-à-dire ce qui nous arrive par ce qu'on appelle les EVN, qui est un flot d'images qui nous arrive du monde entier, on enlève les images les plus insupportables, parce que il y a un moment, on ne peut pas. Mais après, on a notre rôle, qui est le rôle d'informer, de dire ce qui se passe. Et là, on ne peut pas passer outre, effectivement, certaines images lourdes. Moi, je prends toujours la peine de faire une mise en garde. Si vous avez regardé le journal hier, je l'ai dit tout de suite dès le début du journal, certaines images sont très dures, elles sont parfois difficilement supportables. Maintenant, notre rôle, c'est de vous informer sur la situation là-bas, parce qu'au-delà de l'information, il y a l'élan de solidarité qui pourra en découler, et parce que ce pays ne se relèvera pas si on ne l'aide pas. Donc, on est en permanence, et c'est vraiment notre métier, c'est l'essence de notre métier, c'est le rôle d'information. Attention à ne pas choquer effectivement les plus sensibles, faire des mises en garde, comme ça au moins les gens qui sont les plus sensibles, ils peuvent tout simplement arrêter la télé ou se détourner. Moi j'ai beaucoup interviewé Serge Tisseron, que je connais bien, qui dit beaucoup, effectivement, attention, laissons pas les enfants jeunes seuls devant un journal. Laissons-les regarder, mais avec un adulte à côté. C'est-à-dire qu'on peut tout voir si on peut répondre aux questions de l'enfant. Si l'enfant, il vous demande « mais pourquoi le monsieur, il est mort ?», il faut qu'il ait une réponse. Le pire, c'est de laisser l'enfant seul devant la télé. Et là, évidemment, il prend tout dans la figure et il n'a aucune clé de compréhension. Donc moi, qui effectivement ai beaucoup travaillé sur la question
parce que d'abord je suis une mère de famille et que je suis responsable et que ça pourrait être mes enfants qui regarderaient ces images. Je fais attention aux images qu'on diffuse. On est obligé de faire notre devoir d'information. Et après, il faut que les parents soient responsables eux aussi. Il faut qu'ils soient à côté de leurs enfants s'ils ont décidé qu'ils allaient regarder le journal et qu'ils répondent aux questions. C'est-à-dire qu'ils disent pas je te répondrai après. Non, tu réponds tout de suite à la question. Voilà. Pourquoi il est mort ? Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et ce pays-là, il s'en sortira pas si on l'aide pas. Donc voilà. Est-ce qu'on peut donner un peu d'argent et quelle association on peut aider ? Voilà. Le 20h est forcément très observé, une question de Justine. À votre arrivée au 20h, vous avez subi certaines critiques, donc j'aurais voulu savoir comment vous avez géré ces moments-là. Certaines critiques, oui, ça, on peut le dire comme ça a été assez violent même. Je crois que ça tenait au fait effectivement que je remplaçais quelqu'un qui était en place depuis très longtemps, qui était en place depuis 20 ans. Qui était un homme aussi, ça compte, et que voilà, j'ai subi un certain nombre de critiques. Je m'y attendais, je pensais pas que ça serait aussi violent. Maintenant, ça fait partie du lot du présentateur de 20h. Quand on fait le journal le plus regardé de France, on est forcément la plus exposée. Et heureusement, j'ai un équilibre interne personnel qui me permet de relativiser et de me dire effectivement, tant que mes enfants vont bien, que je suis en bonne santé et que j'ai du travail, il y a pire. Il y a des gens qui n'ont pas tout ça, évidemment. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, dans la douleur et qui ont perdu des proches. Donc ça permet de relativiser, mais après c'est vrai que l'exposition elle est lourde, elle est permanente, et puis que parfois c'est un peu pénible, quoi. Mais je suis vraiment privilégiée, j'ai un métier que j'ai choisi, je suis très bien payée, et je suis très soutenue par mes patrons, donc franchement je suis pas à plaindre. Mathieu voudrait définir la patte Laurence Ferrari au 20h. Oui, alors justement je voudrais savoir si vous avez réussi à apporter votre touche personnelle au journal, et est-ce que cela est possible dans un exercice aussi codifié que le journal télévisé ? Tu as entièrement raison, c'est un exercice très codifié, c'est comme un paquebot, moi j'ai toujours dit c'est comme un paquebot. Quand tu donnes un coup de volant, il faut pratiquement 6 mois avant que le paquebot tourne. Je crois qu'aujourd'hui, ça y est, il commence à me ressembler le journal. Ça fait que 18 mois que je travaille dessus. D'abord, on a beaucoup travaillé le début du journal, le sommaire, les titres, parce que moi je voulais que ça soit très lisible pour les jeunes notamment. Il fallait que chaque titre soit écrit. Avant, il n'y avait pas de titre, tu vois, il n'y avait pas Haïti, le séisme, chômage, la hausse, il y avait juste des images, une espèce de flot d'images. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Après, j'ai travaillé sur les enquêtes. Je voulais qu'on ait des sujets un peu plus longs. En général, nos sujets font 1 minute 30 dans le journal. Moi, je voulais qu'on ait des sujets de 5 minutes pour se poser dans un thème. Parce que ça va tellement vite. À la fin du journal, je ne sais pas si vous arrivez à dire mais qu'est-ce que j'ai retenu du journal. Ça va parfois tellement vite que je voulais qu'on impose ces enquêtes où effectivement on demande à un journaliste de travailler 3 ou 4 jours sur un seul thème. Ça, c'est des enquêtes qui sont maintenant quotidiennes. Il y en a une par jour et ça, on s'est beaucoup battu avec mon rédacteur en chef, on l'a fait. Et puis il y a les pages spéciales qui, ça, je crois vraiment sont ma volonté et ma volonté de me délocaliser, de ne pas rester enfermée dans ma tour de TF1. Et ça, on arrive à en faire une tous les 2 mois. La dernière qu'on a fait, c'était au Groenland, sur le réchauffement climatique, qui était un voyage à la fois extraordinaire et à la fois effrayant parce qu'on s'aperçoit que effectivement la calotte glaciaire fond à toute allure et que les glaciers déversent 2 fois plus d'icebergs dans l'océan qu'il y a ne serait-ce que 9 ans. Donc voilà, c'est ça peut-être. Et puis continuer à travailler avec les journalistes sur la façon de filmer, la façon de filmer les gens en séquence. Alors c'est technique tout ça, mais vraiment d'incarner nos histoires, de donner la parole à nos intervenants. Donc voilà, tout ça, c'est du travail à long terme. Et c'est pour ça que je suis qu'au tout début de l'aventure du journal. Et il faudra encore beaucoup de temps pour vraiment le mettre à ma patte. Justement, le journal du 25 janvier sera un peu particulier. Vous ne serez pas face aux 6 lecteurs du Républicain Lorrain, mais face au chef de l'État. Je voulais savoir si c'était une initiative de l'Élysée, justement, de renouveler un peu le genre et de renouveler un peu la forme, puisqu'il va rencontrer Jean-Pierre Pernaut après, avec un panel de Français. C'est vraiment une émission inédite, une émission spéciale qui va se dérouler en 2 temps. C'est nous qui l'avons proposé, c'est TF1 qui l'a proposé à l'Élysée, qui va se dérouler donc avec une première partie qui est de l'interview pure sur le plateau du journal de 20h avec le président, et après une deuxième partie où il va rencontrer
10 téléspectateurs de TF1 en l'occurrence, qu'on va choisir dans nos reportages, qu'on va vraiment retrouver et qui incarnent chacun une problématique. Hein. On est en train de travailler dessus. Et Jean-Pierre sera là évidemment pour faire le lien entre les téléspectateurs et le président. L'idée, c'est vraiment, je crois, de montrer les deux facettes, c'est-à-dire la facette très politique. Moi, je ferai finalement une interview politique de 15 minutes. Et puis après, le côté proximité, proche des Français, avec Jean-Pierre qui, lui, va permettre aux téléspectateurs de s'exprimer et poser leurs questions directement au président. Ça n'a jamais été fait, hein, voilà, on tente autre chose. Moi, je trouvais effectivement que le côté on est deux pour l'interviewer à l'Élysée était un peu obsolète. Donc, je trouvais qu'il fallait un peu rénover le style. On a fait cette proposition-là, elle a été acceptée, tant mieux. Je crois que c'est la première fois que le président en exercice vient sur le plateau d'une chaîne télévisée. Vous avez déjà rencontré Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises. Comment on prépare un rendez-vous comme celui-là ? Eh bien, on travaille beaucoup. On prévoit 15 questions pour en poser une. Et puis surtout, on sait que le président est un très grand débatteur, évidemment, donc qu'il faut être à flot sur tous les sujets. Parce que là, il ne s'agit pas de se tromper sur un chiffre, parce que rien ne pardonne à ce niveau-là d'interview. Donc, il faut être super prêt. Donc, moi, je vais passer la prochaine semaine, puisque c'est la semaine prochaine, avec les chefs de service dans chaque domaine économique, politique, etc. On va bosser les thèmes. Encore une fois, c'est pas moi toute seule dans mon coin qui vais rédiger mes questions. Je vais les rédiger avec la rédaction. Et puis après, c'est l'interview et c'est le direct. Et ça, c'est la magie du direct. Laurence, merci de cette rencontre, de ce moment. Merci au nom des 6 lecteurs qui sont autour de la table. Merci à vous et merci de la qualité des questions qui ont été posées, de la construction de l'interview. Ils ont beaucoup travaillé. Oui, vraiment, je suis impressionnée. Hein. Là, grand professionnalisme. Hein. Vous voulez venir faire le journal ? Alors, merci à vous. Le rendez-vous sera dans le Républicain Lorrain mardi prochain, donc le mardi 19 janvier, donc dans les colonnes papier du Républicain Lorrain, mais également sur Internet, en vidéo, avec l'intégralité de ce rendez-vous-là pour le partager avec les internautes. Voilà, merci encore. À bientôt. Merci. J'ai trouvé que c'était une personne très simple, très accessible et c'était un bon moment aussi et je vais en garder un bon souvenir. C'était une expérience très enrichissante, d'autant plus que je fais des études de journalisme, donc pouvoir rencontrer un de ses pairs, c'est toujours bénéfique. Donc voilà, puis être un peu dans les conditions de pouvoir interviewer quelqu'un. Quand on regarde le 20h, en fait, ce n'est pas du... On voit, on entend, mais on ressent... à part les images qu'on voit, on ne ressent pas ce qu'on ressent là avec la personne qui nous décrit son métier avec beaucoup de joie et de bonne humeur et on sent qu'elle est vraiment heureuse de faire ce qu'elle fait. Ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est le message qu'elle a fait passer aux jeunes filles en leur disant « osez des métiers à responsabilité, vous aurez à prouver peut-être davantage vos compétences, mais c'est possible, j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver ». J'ai appris notamment beaucoup de choses sur les coulisses du 20h, la façon dont elle voyait son métier, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on ne pose pas forcément dans la presse nationale. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important que quelqu'un comme ça, c'est quand même le journal le plus regardé de France et d'Europe, hein, d'après les mesures d'audience, que quelqu'un fasse cette démarche d'expliquer son métier, de faire comprendre un petit peu tout le mécanisme de la construction d'informations, ça me semble absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas, dans une démocratie, ne pas développer une réflexion par rapport à l'information. Ce que je retiens en particulier, c'est son engagement et la volonté de faire vraiment bien son métier. On a vraiment vu qu'elle était passionnée par ce qu'elle faisait et en même temps très attentive à la qualité de son journal.